Attention, cette vidéo d'analyse filmique est précédée d'une séquence narrative faisant suite à un scénario dont tout le monde se fout sauf mes fans de la première heure. Si vous venez de débarquer sur cette chaîne et que vous voulez juste voir mon avis sur un film sans subir ma fanfic, le timecode est dans la description. Merci et bon visionnage. Larmina, c'est la merde. J'avais prévenu tout le monde que ça allait arriver, mais soit j'étais trop subtil, soit on voulait me faire croire que j'étais injuste avec un film pas encore sorti, mais voilà. On a complètement détruit mon héritage avec ce troisième film. Ne soyez pas défaitistes, Kaamelott et Suicide Squad vont peut-être lui faire barrage. Ça ne change rien, hélas. Tout ce que mes premiers films critiquaient a été enjolivé et les concernés sont maintenant confortés dans leur safe space. Je leur avais dit que c'était une mauvaise idée de confier la réalisation à mon clone diabolique. Vraiment? On parle là-dessus? Ben quoi? Je veux dire, je comprends le commentaire sur oh là là, en fait, Nicolas Bedos c'est comme OSS 117, mais vous êtes sûr pour le prendre au pied de la lettre à ce point? Commencez pas avec vos délires de cinquième mur, Lamina. Je sais qu'on est dans un détournement d'une scène de film pour rendre hommage à Nazavicius, mais on va pas commencer les blagues méta, hein? Genre comme vous voulez de le faire? Excusez-moi une seconde. C'est bon, je vais mieux. Donc, où en étions-nous? Vous essayez de faire une histoire pour mettre en scène le fait que votre dernier film a fait de la merde. Alors, Larmina... non, moi c'est Moon. Mais putain! Donc, Larmina... Oui, c'est mon nom. Que pouvons-nous faire? Eh bien, je crois que c'est un coup des ambigus. Vous le pensez sérieusement? Ce serait logique, non? Non, que vous le dites, ce serait trop logique même. Mais si ce sont eux, ça veut dire qu'il faut mettre la clé à l'abri. La clé? Cherchez pas, Larmina. Cela nous dépasse maintenant. Il faut que je trouve quelqu'un d'assez conscient du problème que les ambigus pourraient représenter, qui pourra protéger la clé le temps qu'il faudra. Mais qui est assez éveillé pour remplir cette tâche? Hey, Quoi? ça fait des semaines que tu dors. Les gens ils attendent un nouvel épisode. Hein. Oh, tu peux pas me laisser dormir encore un mois là? Non, parce que enchaîner la Snyder Cut et la 100ème c'était lourd. Non, t'as déjà loupé l'occasion de parler de Kaamelott et du dernier Shyamalan. En plus, il y a S717 qui est sorti, il serait peut-être temps de réagir. Hein. Pourquoi je t'ai rendu canon toi déjà? Bon, et commence pas avec tes références de tes anciens épisodes là, je sais pas quoi. Hein. Allez, au boulot, hop hop. OSS 117 est sorti. J'adore OSS 117. Je suis trop content qu'à l'époque chiante où on est, on puisse revenir à la bonne vieille époque où on pouvait se moquer des patriarches paternalistes patriotiques français, sexistes et racistes sans qu'on chouine tout le temps, on peut plus rien dire. Oh non, le politiquement correct a encore frappé et fait de OSS 117 un ouin ouin on peut plus rien dire, critique les millennials et fait une moquerie du mouvement MeToo. Saleté de politiquement correct qui nous laisse plus nous moquer des racistes et sexistes. Ouais, le désastre de la trahison de l'excellent travail de Michel Hazanavicius par la reine alien des boomers a amené pas mal de débats sur un sujet qu'adore sortir à toutes les sauces les humoristes has-been, le on peut plus rien dire. Sujet cocasse à revendiquer quand on est une célébrité dont la voix a plus de portée que la moitié de la planète, qu'on est régulièrement invité par des magazines réac et des plateaux de télé de vieux cons, et qu'on nous offre la possibilité de réaliser le 3e opus d'une licence populaire dont le discours principal était « Eh ben oui, tu peux plus rien dire à cette époque, donc ferme ta gueule, tu vas juste passer pour un connard !» On l'a vu dire, on a prévenu tout le monde. Dès qu'on a appris que Nicolas Bedos allait s'occuper de ce film, tous ceux avec un cerveau ont réussi à calculer que ça allait être de la merde. Oui, malgré le fait qu'il y avait des bons films dans son CV. On savait que sa philosophie était à l'opposé des deux précédents films, au point que beaucoup ont blagué sur le fait que le film était réalisé par OSS 117 lui-même. Je veux dire, j'aime beaucoup Sylvester Stallone en tant que réalisateur, mais si tu lui confies un Matrix ou un Starship Troopers, ce serait aussi de la merde. Mais ceux qui ont essayé de prévenir la populace se sont fait chier dessus par les pires ennemis de l'humour, les défenseurs de l'humour. Ouais, incroyable mais vrai, mais ceux qui défendent le droit de rire de tout et de ne pas trop réfléchir à l'humour font plus de mal à l'humour qu'autre chose. Car au lieu de faire comprendre le bienfait et le savoir-faire de l'art humoristique, ils font du confusionnisme puéril pour qu'on ne réfléchisse pas au discours d'une blague. C'est comme des fans de Twilight, elles interdisent de critiquer ces films au lieu d'expliquer en quoi ils seraient bien. Parce que arrête de réfléchir! Non mais c'est juste une blague, ce n'est pas un vrai propos, c'est pour faire rire, arrête de prendre ça au premier degré! Et du coup, à force d'empêcher les gens de réfléchir sur l'humour, ses mécaniques, son message et tout, eh bien on se retrouve avec des comédies merdiques qui font n'importe quoi et trahissent l'intention de l'original. C'est ce que j'appelle l'anti-intellectualisme de l'humour, une maladie mortelle qui a tué OSS 117. Et les guignols de l'info, et les Simpsons, et les parodies à la Zaz, et le flic de Beverly Hills, et le masque, et Undercover Brother, et Astérix,
En fait, ça a tué beaucoup de licences, cette saloperie. Ça a fait 1000 fois plus de victimes que la culture woke dont on n'arrête pas de nous rabâcher les oreilles. Donc, pour sauver l'humour, nous devons comprendre l'humour, dénoncer ses pires cancers et surtout, savoir à qui ça profite de tuer l'humour. Humoriste est un vrai travail. Essayer d'étudier et de réfléchir à une blague est presque vu comme une hérésie pour les gens, moquant les hommes de paille qui osent poser la question. Pourquoi est-ce que c'est drôle? Parce que ça est marrant. Et il est vrai que dans certains cas, ça peut être désespérant de devoir expliquer un truc qui paraît évident. Pourquoi Michael Cull qui encule un mouton est drôle? Tout simplement parce que c'est une rupture dans l'attente de ce qu'un journaliste devrait être. Poussé à un extrême certes vulgaire, mais du coup plus percutant. Mais même quand ceci est clarifié, d'autres peuvent ne pas comprendre. Pas forcément parce que ce sont des êtres sans humour, non. Ça peut être un style d'humour qui ne marche pas sur eux. Ou ils n'ont pas les outils culturels pour comprendre la blague. Si le mec n'a jamais vu de vrais journaux télévisés avec un reporter sur place, forcément il va pas comprendre le gag. C'est peut-être parfois de la stupidité, oui, ça arrive, mais sauter trop vite sur cette conclusion ne fait que créer des barrières empêchant toute réflexion et punir la remise en question du saint humour. Sanctifier l'humour ainsi, c'est assez marrant de la part de pseudo-edgy qui, la plupart, se la pètent d'être athées pour pouvoir se moquer de tout le monde, en particulier les religions étrangères. Des athées dogmatiques, c'est marrant ce paradoxe. Mais c'est justement pour ça qu'il est important de réfléchir à la blague. Si on se contente de balancer n'importe quoi, n'importe comment, on n'est pas drôle. On est frites beurre et 7 heures. Ouais, c'est moi, Beowulf. Genre ça là, ce gars il marche pas du tout. Ça fait que reproduire un personnage d'un film qui vient de sortir, film pas très connu que beaucoup ont oublié et considéré comme un échec commercial, donc ça va pas marcher sur tout le monde, et il ne joue sur aucune attente, car cette daube est tellement random que c'est plus surprenant de voir Beowulf débarquer. Même le fait qu'il est à poil, ça fait que moquer un truc que le film original assumait complètement pour rendre le personnage plus cool, qui n'a pas besoin d'armure ou d'armes pour vaincre un ennemi. Et quand t'es fan du poème, c'est juste insultant. C'est pour ça que quand on fait une blague, faut réfléchir à la blague. Qui est la cible de la blague? Comment faire passer ton propos sur la cible? Comment rendre ton propos clair sans être trop évident? Et comment exécuter la blague? On a visé assez juste avec ce film-là. Avec les deux, parce que si ça n'avait pas été le cas, s'il y avait eu le moindre doute sur qui parle, comment, de quoi, des vannes et tout ça, on se serait fait toper. Cette vanne sur Beowulf ciblant Beowulf disant qu'il est ridicule à se battre tout nu est trop évident sur son commentaire et n'apporte aucune exécution réfléchie au-delà de quelques dialogues pas drôles. En contre-exemple, je vais prendre un de mes gags préférés de Men in Black, quand J passe un test de tir avec des soldats hyper sérieux. Pendant que les autres gesticulent et vident leur chargeur sur des cartons de gros monstres, J hésite et ne tire qu'une seule fois. Sur le carton d'une jeune fille. Alors en soi, la situation est drôle quand tu ne réfléchis pas. LOL, il s'est gouré, qu'est-ce qu'il est nul! Mais en fait, plus tu réfléchis à la situation, plus tu comprends que... bon, il a visé juste. Et ça en est encore plus drôle. Je voulais d'abord plomber ce gars sur le réverbère, là, et puis j'ai compris qu'il faisait de la gym. Et moi, ça me ferait mal qu'un mec décide de me plomber le cul pendant que je fais du rameur. Non seulement sa façon franche de s'expliquer est amusante, mais l'humour marche parce que c'est une logique un peu extravagante, mais qui fait sens quand il réfléchit. Mais en voyant la petite Tiffany, je me suis dit, curieux, une fillette blanche de 8 ans au milieu du ghetto, des monstres tout autour en pleine nuit avec des bouquins de physique quantique. Elle vient foutre la merde. Elle a pas plus de 8 ans, ses bouquins sont bien trop avancés pour elle. À mon avis, elle est pas claire, la petite. Encore mieux, c'est totalement cohérent avec le film. J est un flic noir des rues de New York, donc c'est par expérience le problème d'être jugé par son apparence. Ça fait même de lui le parfait candidat pour le MIB, parce que leur mission n'est pas de tuer des gros monstres à vue, au contraire, ils protègent les espèces aliens présents sur Terre. Et pour être les meilleurs agents dans ce monde-là, il faut qu'ils analysent le terrain avant de tirer, et ne pas se fier aux apparences. Ça marche à tellement de niveaux au fur et à mesure que la blague progresse et que tu réfléchis à ce que ça dit dans le contexte du film. Voilà pourquoi non, réfléchir à l'humour ne gâche pas l'humour. Elle renforce les bonnes blagues et démasque les mauvaises. De plus, imposer de pas réfléchir à l'humour et la maîtrise des codes humoristiques, ben c'est juste irrespectueux envers le super travail d'humoriste talentueux. Genre Alexandre Astier, il s'est cassé la tête à créer un univers avec des personnages riches et créer des situations mettant en avant leurs relations complexes, leur vision du monde archaïque et la logique narrative et thématique de son emploi de l'humour. Et toi tu limites ça, hein, c'est drôle parce que Perceval dit mal une expression. La patience est un plat qui se mange sans sauce. La comédie, il faut la solidifier, il faut lui mettre des piliers, il faut lui mettre des machins. Plus c'est solide, mieux c'est. Regarde OSS, Hazanavicius, alors j'ai pas vu évidemment celui de Belos, mais Hazanavicius, il solidifie son environnement. Beaucoup des blagues des deux premiers OSS 117 reposent sur une certaine connaissance de l'histoire de notre monde. Genre par exemple cette scène. C'est notre Raïs à nous, c'est monsieur René Coty. Un
grand homme. Cette blague marche à différents niveaux. Si vous ne connaissez pas René Coty, bah vous rigolez car un mec balourd glorifie un président oublié de tous avec un nom rigolo. Mais si tu sais qui est René Coty et ce qu'il a fait, tu comprends qu'Hubert fait l'équivalent d'offrir une photo d'Hitler à un juif. Coty, c'était le mec pro-colonie qui a mené la guerre d'Indochine et en Algérie, donc qui a provoqué la mort d'un tas de musulmans comme lui. C'est ça l'intérêt de réfléchir à ton humour, car si tu te contentes de faire des trucs random en gueulant fort, bah t'es pas drôle, t'es juste lourd. Non et puis aussi, si tu ne réfléchis pas à la blague, bah alors ça veut dire que t'as pas compris la blague. Donc pourquoi tu rigoles? Ce mec est le Redgren Grumbold, je fais semblant de savoir ce que je fais. Oh, vous êtes d'accord? Vous aimez la référence à Redgren Grumbold? Pas de bol, je l'ai inventé. Pensez par vous-même, soyez pas des moutons. Exactement. Ceux qui rigolent sans comprendre se croient dissidents ou edgy, mais en fait, ce sont que des moutons. Parce qu'ils ne rigolent pas parce que quelque chose de drôle et intelligent a été dit, mais parce qu'on attend d'eux de rire. C'est pour eux que les rires enregistrés de sitcoms pourris ont été inventés. Rick et Morty est le parfait exemple de ce problème. La série a déjà un peu la réputation de la série intelligente vue principalement par des cons, et bah, tout le bordel chez McDo pour une sauce Szechuan le prouve déjà, mais il y a un autre élément très parlant. Un élément qu'hélas tout le monde connaît. Je me suis transformé en cornichon, boum! Je suis Rick Cornichon! C'est devenu un mème de se moquer des relous qui s'éclatent sur le gag de Pickle Rick. Et j'imagine que ça en a découragé beaucoup de regarder cette série et de voir cette stupide scène et les gugus qui s'éclatent dessus. Et c'est dommage, car quand tu réfléchis vraiment à ce gag, le contexte de l'épisode et de la série, tu verrais qu'en fait, ce gag ridiculise ceux qui rigolent sur Pickle Rick. Parce que les autres personnages aussi trouvent ça ridicule que Rick se soit transformé en cornichon. Lui aussi regrette d'avoir fait un truc aussi débile. Encore mieux, tout le truc de l'épisode, c'est que Rick est mis dans cette situation débile qui a provoqué tout un tas de situations douloureuses où il a risqué la mort et tout, que pour une seule raison. Il ne voulait pas aller à une thérapie familiale. En fait, ce sont les deux trucs qui reviennent souvent dans la série. Le danger de ne pas questionner pourquoi un truc est censé être fun et drôle. Et le problème de s'engouffrer dans n'importe quoi pour oublier ses soucis. Que ce soit un gag débile ou une fantaisie de puissance pour se trouver badass et intelligent. La force de son humour repose justement sur le fait qu'il arrive à faire rire en parlant intelligemment de vrais problèmes du vrai monde tout en étant trash et irrévérencieux. Summer qui s'embarque dans un délire à la Mad Max pour oublier ses angoisses par rapport à la séparation de ses parents. L'épisode de la cuve d'acide, la catchphrase de Rick qui dans une autre langue signifie j'ai mal, aidez-moi, épisode où Rick se retrouve dans un corps de gosse et chante et danse sur le fait qu'il est en train de mourir, et bien sûr le coup du chat qui parle, où justement ne pas réfléchir et juste s'amuser cause plus de problèmes qu'autre chose. Là où comprendre ce qui se passe est certes horrible et traumatisant, mais nécessaire pour se débarrasser de ce problème. Je trouve ton insinuation que je ne peux pas m'éclater et poser des questions condescendantes. Il nuance dans d'autres épisodes, comme celui des chaînes transdimensionnelles qui montrent le bienfait de s'amuser en regardant un programme débile pour oublier les tourments vertigineux de l'existence. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV. Parce qu'il y a une différence entre s'amuser pour rendre la vie plus supportable et se lobotomiser pour ne pas faire face à la réalité. Tout Rick et Morty, voire les œuvres de Dan Harmon en général, reposent sur les conséquences et sur le fait que ne pas réfléchir provoque plus de problèmes qu'autre chose et rigole de choses de la vraie vie, rappelant les problèmes qui nous touchent tous, les extrapolant à l'absurde et ridiculisant voire punissant ceux qui refusent de faire face. Et il y a plein d'humoristes qui sont de mieux en mieux au fur et à mesure que tu y réfléchis et observes leur travail. Les films d'Edgar Wright sont un parfait exemple. Plus tu vois ces films, plus tu comprends des blagues planquées par-ci par-là. Tu comprends la mise en place de certains éléments, tu remarques un nouveau jeu de mots, tu aperçois une blague cachée dans l'arrière-plan. L'intérêt principal de l'humour repose déjà de base sur un commentaire de quelque chose qu'on prend pour acquis et qu'on ne questionne pas. C'est le principe même de la satire. Même le gag classique d'une tarte à la crème balancée dans la gueule d'un mec est un signe de protestation contre ce qu'il représente. C'est pour ça qu'on fait traditionnellement ça à BHL depuis les années 80, mais que c'est moins drôle quand tu le fais à Gandhi ou l'abbé Pierre par exemple. Parce que la blague n'est pas la tarte dans la gueule, mais qui la prend dans la gueule et pourquoi. Mais parce qu'ils ont peur de comprendre et de passer pour un con, de rigoler à une blague et se moquer d'eux et de passer encore pour un con, ou de rigoler à un truc qui a vraiment un propos problématique, de peur de passer pour un con raciste, sexiste et homophobe, ils préfèrent faire genre que l'humour n'est jamais réfléchi et que toutes les blagues sont égales. Sauf quand la blague moque Trump et les hommes blancs hétéros. Là par contre l'humour est indécent. Je suis apolitique, c'est juste une coïncidence si je me plains que quand l'humour se moque de l'extrême droite. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une communauté de tarés lourdingues qui portent fièrement un t-shirt de Pickle Rick sans comprendre que le gag moquait ceux qui font genre que Pickle Rick est drôle. Ils refusent de voir que le mec entarté, c'est eux.
Pire, ils sont convaincus que ce sont les autres qui se sont fait entarter. L'humour est un art délicat. On essaye de faire passer ça pour de la magie dont il ne faut pas trop réfléchir à comment ça marche, mais à force de garder son fonctionnement dans l'inconnu, on laisse les mauvais humoristes réussir, et donc ainsi s'emparer de nos figures comiques et de gâcher leur génie. Et c'est ce qui est arrivé à OSS 117. Oh, enfin dans cette vidéo sur OSS 117, on va parler de OSS... Non. Les syndromes de l'humour irréfléchi. Pour reprendre l'exemple de Men in Black, en ne réfléchissant pas à l'humour du film, on part du principe que le truc drôle, c'est juste Will Smith qui fait le con. Donc là où le film original avait un J serious business, tellement intelligent qu'il résout l'enquête à lui tout seul et dont l'humour repose sur son inexpérience et l'étrange du monde qui l'entoure, les suites et séries qui suivent le limitent au comic relief, à un crétin dépassé par le monde qui l'entoure. Ok. Excuse-moi. L'astronaute. Et non seulement c'est moins drôle, mais ça trahit le personnage de J et tout le principe de Men in Black. Ce sont censés être les meilleurs des meilleurs, donc pourquoi ils sont tous aussi cons? C'est un syndrome mortel pour beaucoup de comédies qu'on a déjà étudié maintes et maintes fois. Elle porte même un nom, la flandérisation, ou le syndrome d'Homer Simpson. Non, parce que ça s'applique aux deux personnages, autant à Ned Flanders et surtout à Homer Simpson en fait. Si vous demandiez pourquoi les Simpsons sont de moins en moins bien au fil des années, eh bien l'une des raisons est l'écriture du personnage d'Homer Simpson. À l'origine, simplet mais avec tout de même un sens du sarcasme, et surtout une tendresse sans limite pour sa famille, et ce malgré les disputes et tout, hein, c'était le mec qui était prêt à se suicider après avoir été viré de son boulot et ne voulant pas décevoir sa famille, le mec qui a renoncé à son rêve de travailler dans un bowling pour les besoins de Maggie, et bien d'autres histoires touchantes dans les premières saisons des Simpsons. Mais au fil des années, c'est devenu un bouffon sociopathe qui s'en fout complètement de sa famille et qui est prêt à laisser crever tout le monde pour pouvoir manger un donut. Tout ça parce que la série a duré trop longtemps, qu'il fallait inventer de nouveaux gags très régulièrement, que l'équipe de Matt Groening ne pouvait plus conserver l'âme du personnage, et parce qu'on n'a pas cherché à comprendre pourquoi les Simpsons c'était bien à l'origine, et qu'on se contente de foutre n'importe quoi pour remplir 30 saisons. 33 maintenant, fait chier. On appelle ça flandérisation parce qu'on retrouve aussi ce problème chez Flanders. À la base, c'était le vrai voisin sympa aux multiples facettes, mais au fur et à mesure, il est devenu une caricature de lui-même. On grossit son trait de personnalité de religieux pour en faire un intégriste hardcore dont toute la vie ne tourne qu'autour de ça et rien d'autre. Bref, le guignol de Villeray. Ce problème a touché énormément de personnages, pas seulement dans les Simpsons. C'est aussi le cas de Jack Sparrow, personnage très drôle dans les 4 premiers films, mais qui savait garder une intelligence hors du commun, son humour venant de son esprit et de sa façon de se tirer de mauvaises situations de façon cocasse. Dans le 5, c'est devenu un bouffon trop con pour vivre, une caricature ratée, une reprise exagérée d'aspects superficiels, mais sans comprendre son sens d'origine. Au début, il était pas débile, c'est venu plus tard. Comment ça se fait? Eh ben, on s'est dit que ce serait plus marrant. Mais ce n'est qu'une possibilité de désastre humoristique. Il y a aussi le syndrome inverse, mais qui est tout aussi chiant, le syndrome Stifler. Ça a peut-être un autre nom, mais moi j'appelle ça le syndrome Stifler. Steve Stifler, le personnage de Sean William Scott dans la licence désastreuse qui est American Pie, était dans le premier film la cible de plusieurs moqueries. On le montre comme étant un con privilégié vulgaire qui traite les nanas comme des objets n'ayant qu'une seule utilité, baiser. Et dans ce film, il était puni pour ça. Il n'arrivait jamais à coucher, est régulièrement ridiculisé, et se fait même baiser sa mère par la personne qu'il déteste le plus, parce que fuck Stifler. Mais le personnage est hélas devenu populaire auprès des mauvaises personnes, des petits cons qui pensent qu'au cul. Du coup, le personnage est vite devenu la star d'American Pie, bien plus que Jim, Kevin et Chris qui étaient les vrais héros du premier film. Chris ne revient même pas dans le 3 pour dire on fait toujours des gags où il est ridiculisé, bien sûr, mais on lui permet de se faire un plan à 3, de séduire Emma Frost et même de se venger de Kevin en se tapant sa mère. Et c'est sans parler des suites directes en vidéo où Stifler est devenu une véritable dynastie de petits cons célébrés pour être des crétins machos, parce qu'apparemment les fans du premier American Pie sont très intéressés par l'histoire du putain de cousin du personnage qu'on est censé détester. Bref, à force de ne pas réfléchir sur l'humour du premier film et qui étaient les vraies cibles des blagues, la licence finit par glorifier ce qu'il condamnait. OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire accomplit l'exploit presque olympique de faire les deux syndromes en même temps. Ce que je ne place pas vraiment sur le compte de la compétence, mais plus sur de la stupidité et de l'absence de réflexion sur ce qu'il raconte. Et oui, on parle enfin de ce putain de film. Je suis désolé, il fallait que je fasse 7 pages de recontextualisation pour bien expliquer les problèmes de l'humour, pour bien faire comprendre, parce qu'à ce niveau... Le syndrome Homer Simpson est dans la façon dont Hubert incarne le colonialisme. Dans les deux premiers films, c'était malgré lui. Il ne se rend pas compte de ce qu'il représente. Il est trop fier de son pays, naïf et imbu de lui-même. Vous êtes très français, en fin de compte. Merci.
il croit juste que la voix de la France est la seule voix. Et malgré les implications problématiques, ses missions se voulaient moralement bonnes. Retrouver son meilleur ami, mettre fin à une menace terroriste, arrêter un nazi qui veut détruire l'héritage français. Mais ces missions ont toujours des conséquences qui se retournent contre la France. Il a involontairement mis en place les bases pour la prise du canal de Suez, il a révélé que son patron était un collabo durant l'occupation nazie et tout et tout. Dans Alerte Rouge en Afrique noire... Ce sont nos amis. Ce sont nos frères, quasiment. Et ensuite, nous exploitons là-bas les mines de diamants, les puits de pétrole, le gaz, l'uranium. Ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils font. Le film finit même sur Hubert qui rigole de bon cœur avec le méchant dictateur pendant qu'il arrête et fait torturer une combattante de la liberté. Dans quelques jours, je donne un bal présidentiel au palais pour fêter l'indépendance. L'indépendance, oui. On m'a dit ça. On a aussi ce problème par rapport à son duo avec OSS 1001, qui en milieu de film se fait bouffer par un alligator et qu'il s'en fout complètement. Certes, il ne s'aimait pas et la scène punit le personnage pour avoir osé dire qu'Hubert était un ringard raciste, on en reparle, mais Hubert savait faire preuve de tolérance pour ses alliés. Il est triste de voir Jack mourir même après que ce dernier l'ait trahi. Il a sauvé sans réfléchir Lippi, fils de nazi, qui ne supportait pas. De la même situation qu'OSS 1001 qui plus est. Oh, et aussi, Hubert est certes con, mais il était capable de maintenir sa couverture. Oui. Monsieur le professeur de la batte? Non, Flantier. C'était même le gag par rapport à ça. Il prend tellement à cœur sa couverture que limite ça en devient plus urgent de sauver son marché des poules que d'arrêter les terroristes. Il est arrivé un grand malheur à la SCAP. Oh mon dieu, les poules, filez! Mais là, il est tellement con que limite il crie « Je suis un espion !» et se grille dans les cas où ça fout le plus de merde. Et là, il a tout foutu en l'air. Ah oui, bah si c'est un plan, il va falloir qu'il me l'explique. J'ai un peu de mal à saisir la stratégie. Certains naïfs pourraient croire que le film fait exactement la même chose que les deux précédents films. Montrer Hubert comme un con, montrer les mauvais côtés de la France, etc. Mais c'est une compréhension superficielle. L'intelligence des films d'Hazanavicius était de contraster le statut de héros à ce qu'il incarne, pour pousser le spectateur à réfléchir sur ce qu'on lui vend, à remettre en question les valeurs promues par d'autres héros comme James Bond ou même ses propres présidents. Quand Hubert se souvient du jeu insouciant avec Jack, en réalité, il le maltraitait. Il se rend pas compte de ce qu'il fait. Même mieux, ce souvenir insouciant est mis en parallèle avec les nazis, qui ont la même nostalgie et le même but finalement. Car au bout d'un moment, est-ce qu'Hubert ne serait pas un oppresseur glorifié qui s'ignore? C'est justement sur cette inconscience et cette ignorance que repose la blague récurrente du « Qui a dit ça, OSS 117 ou Emmanuel Macron ?» Ces critiques une caste d'inconscients paternalistes qui croient bien faire, mais font que de la merde. Là où Bedos montre justement le personnage assumer tous les défauts de la France au lieu de les ignorer. Du coup, ben ouais, on risque pas de se remettre en question sur les valeurs du héros et de la France si on dit direct ce qui se passe. Hazanavicius mettait en avant le problème systémique pour faire réfléchir. Bedos réduit le problème à des individus qui seront purgés par l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Comme ça, on ne réfléchit pas sur les conséquences de nos actes présents. Et pour le syndrome de Stifler, eh bien, Bedos glorifie les aspects de Hubert que Hazanavicius condamnait. Il le montre comme badass et costaud dans des scènes d'action à la Mission Impossible, alors qu'il n'était jamais badass dans les précédents films. Ses victoires sont toujours dynamitées par le kitsch et l'artificialité volontaire des scènes, ou par un rappel à la réalité qui le casse complètement, montrant que si Hubert est un si bon espion, ce n'est pas parce qu'il est vraiment si fort, mais parce que c'est un héros de film. Les chorégraphies désuètes, l'aspect factice des décors, les incrustations dignes d'un dessin animé, les tireurs qui savent pas viser, le fait qu'il affronte littéralement un un luchador, le catch étant un sport célèbre pour son factice, c'est le monde qui se contorsionne pour permettre aux héros de survivre et gagner. C'est la même logique que Last Action Hero. Même par rapport à l'hommage des films des années 80, ça marche pas, déjà parce que tout repose sur le fait qu'Hubert est un ringard qui ne change pas, donc comment il peut évoluer en un héros réganien typique de l'époque parodiée? Je dois déjà vous expliquer pendant plus d'une demi-heure comment marche l'humour, j'ai pas trop le temps de vous expliquer c'est quoi un héros réganien. Ce sont grosso modo les héros musclés des années 80, plus de détails dans la vidéo, dans la fiche ici. Mais aussi, c'est passé à côté de l'opportunité du duo avec OSS 1001. Au lieu d'y mettre un genou pour pouvoir se défouler sur les millennials, ce qui fait très mal après Rio ne répond plus qui ridiculisait Hubert en le confrontant à la jeunesse de mai 68. Pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. Le film aurait pu faire d'OSS 1001 un héros réganien, justement pour aller avec la confrontation du monde des années 50 à celui des années 80. Ça aurait même rendu cohérent thématiquement le fait qu'Hubert le surpasse. Car finalement, le héros réganien est tout aussi paternaliste et réac que pouvait l'être Hubert, juste plus musclé et agressif. Mais à la place, le duo est limité à un concours de beats ridiculisant Hubert sur le fait qu'il est pas assez mal alpha. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous?
Comme un homme. Et le glorifier quand il devient plus mal alpha que ce petit con qui aura une punition karmique pour avoir osé critiquer son aîné. Oh, ils sont chiants ces boomers à chouiner sur les millennials au lieu de faire un film thématiquement cohérent. On s'en fout que tu te fais pourrir sur Twitter, fais-nous un putain de film. Pardonnez-moi, mais on se fiche que votre compte Twitter soit verrouillé pour le moment. Et pour ceux qui me diront que Bedos n'est pas un boomer mais un génération X, alors ça c'est vous, ça c'est la blague, et du coup, le film devient un safe space pour boomers où on ne doit plus critiquer le côté vieux con d'Hubert. Ceux qui le traitent de raciste sont des menteurs. Les femmes qui se refusent à lui sont soit des frigides, soit des folles de féminazies déraisonnables qui bossent avec les communistes. Donc forcément, c'est une méchante. Je voulais pas faire un film volontairement, je dirais, disgracieux. J'étais pas prêt à ça. Peut-être par orgueil également. Donc j'avais envie de prendre le meilleur de ces années-là. Qui est encore plus con avec le syndrome Homer que le film se tape. Parce qu'à force de pas réfléchir à son humour et son propos, ce con de Bedos dit une chose et son contraire. Ça ou alors il voulait vraiment faire comprendre aux spectateurs, ouais on est des connards sexistes et racistes, mais on fait ce qu'on veut, donc TG. Ce qui est probablement pire en fait. En plus d'être une totale trahison des films d'Azanavicius. Le discours soi-disant déraisonnable de OSS 1001 est le même que Dolores dans Rio ne répond plus. Vous êtes vieux, vous êtes prétentieux. Votre vision des femmes est archaïque. Vous êtes imbu de vous-même, supérieur, parfois à la limite du racisme. Vous vous habillez mal, vous êtes infantile, vous n'êtes pas drôle. Je m'arrête là. Je m'habille mal. Et le film lui donnait raison là-dessus tout le long. Donc ce personnage qui se fait bouffer par un alligator, tu peux le remplacer par Dolores ou carrément par Azanavicius lui-même. Tu m'étonnes qu'il s'est tiré après avoir lu ce script. Et là vous allez me dire, oh mais cherche pas, c'est du second degré. Non, non ça n'est pas du tout. Si vous le croyez, alors vous avez vraiment rien compris à l'humour. L'art subtil du second degré. On voit cette expression utilisée à outrance à la télévision, sur YouTube, les réseaux sociaux et tout, comme un bouclier contre la moindre critique et échapper aux conséquences de nos propos. Mais à force, on a oublié ce que ces deux mots veulent dire. Second degré. Cela consiste à amener un sens plus subtil que ce que la phrase cherche à faire croire. En bref, c'est pour illustrer une forme d'ironie qui laisse entendre un autre discours, voire le discours inverse de ce que l'on pense vraiment. Genre toutes les fois où je dis des conneries à base de « Les JW gâchent le musclard » en faisant une drôle de voix, je laisse suggérer que, malgré l'emploi de ces mots, je ne crois pas une seule seconde à ces propos et que je pense que ceux qui pensent ça au premier degré sont cons. C'est ça le second degré. Certes, c'est pas très subtil, mais au moins mon second degré est clair dans cette phrase. Du coup, chaque fois qu'une célébrité dit un truc, qu'on le critique à propos de ce truc et qu'il répond « C'était du second degré », ben ça marche pas forcément comme excuse. Déjà parce que le second degré aussi peut être utilisé pour transmettre un propos, et même une opinion discriminatoire. Imiter un chinois et lui faire dire des conneries, bah c'est techniquement du second degré, car tu incarnes une personne que tu veux ridiculiser. Mais ça reste raciste, car tu le ridiculises pour être chinois. Et surtout, tu peux faire de l'humour en disant des trucs premier degré. La femme doit être transportée dans un hôpital. Un hôpital? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une grande maison pleine de malades, mais enfin pour le moment c'est pas le sujet. Celle-là par exemple, c'est une excellente blague qui repose sur un premier degré poussé à l'absurde. Le fait de prendre au littéral une phrase. Et c'est très drôle car ça joue sur les attentes. Parce que tu t'attendais à ce qu'il explique ce qui ne va pas avec les passagers, mais non. T'as amené ta phrase comme ça, donc j'y réponds comme ça. Et une autre forme d'humour repose sur une réponse amenée de façon amusante, mais qui transmet tout de même un vrai propos. C'est la technique du... C'est drôle parce que c'est vrai. Ce n'est pas parce que tu as dit ça pour rigoler que ce n'est pas ce que tu penses vraiment, ou qu'on ne devrait pas te critiquer sur ce que tu dis. Le fait que tu penses que c'est drôle de confirmer un biais raciste ne fait que confirmer que t'es raciste. Par exemple, quand Norman fait sa blague moisie sur My name is Bond. Fatoumata Bond. Il essaye de se justifier par le second degré qu'il a voulu dénoncer l'hypocrisie d'Hollywood qui essaye de se donner un genre progressiste. Alors, il peut critiquer ça, car en effet c'est un gros problème chez Hollywood, mais ce n'est pas du tout ce que sa blague moque, second degré ou non. Il critique juste l'idée d'une femme noire dans le rôle de Jess Bond, parce que le point culminant de sa blague, le point censé être ridicule, c'est le nom Fatoumata. Et s'il disait ça au second degré, ben alors il aurait moqué ceux qui se moquaient de l'idée d'une James Bond femme noire. Genre, lol, ils sont cons ces critiques de racistes, ils pensent que Jess Bond serait moins cool si c'était une femme noire qui s'appelle Fatoumata, lol. Et comme la plus grande mauvaise foi me permet pas de voir la vanne dans cet angle, et que Norman lui-même a confirmé que c'était pas son intention, et au vu de tous ceux qui ont pris au premier degré cette blague en mode ouais il a raison, les JW vont ruiner Jess Bond, et ben l'excuse du second degré marche pas du tout. Donc soit il a inventé cette excuse pour qu'on lui foute la paix, soit il voulait vraiment se moquer de l'hypocrisie faussement progressiste d'Hollywood, mais le fait tellement mal qu'il véhicule toute autre chose. Donc soit c'est un arriéré qui ne s'assume pas, soit il est nul en blague.
ou les deux. S'il voulait vraiment critiquer Hollywood, il aurait fait un truc du genre. Chez Disney, nous avons fait un film super progressiste avec Mulan. Nous tenons à faire une spéciale dédicace aux Ouïghours qui nous ont laissé tourner dans le camp de concentration où ils sont enfermés. Super sympa les gars. Voilà, là je critique l'hypocrisie d'Hollywood en utilisant le second degré. C'est ironique, sous-entendu, mais clair. Même dans les cas de vraie utilisation de second degré, ça dédouane pas de toute critique. Beaucoup de blockbusters de nos jours utilisent le second degré pour se moquer de son propre concept, pour attirer la sympathie du spectateur. Mais vous faites toujours ce concept en fait. Vous le dynamitez pas, vous le déconstruisez pas, vous le faites tel quel, mais en disant entre-temps que c'est de la merde. Mais ça change quoi au fait que c'est de la merde? Le fait que tu l'assumes, c'est même pire en fait, ça veut dire que t'as fait aucun effort pour t'améliorer. Donc voilà, le second degré, ça n'excuse pas la nullité de machin comme Space Jam 2, donc pourquoi ça pardonnerait des propos dangereux? Après, il est vrai que des progressistes du dimanche prennent trop au sérieux une vanne second degré. Ça arrive, oui. Kaamelott a été critiqué plus d'une fois pour ses blagues misogynes, alors que si on étudie bien les vannes qui parlent de la place de la femme dans cette société, bah c'est toujours les machos qui sont critiqués. Même Arthur, qu'on montre certes comme un progressiste, pour l'époque. De l'autre côté, il croit toujours que la Terre est plate et que les femmes sont des propriétés, et on le ridiculise sur ça. Oh, sans rire, me prendre des nuits jours cadenassés dans un machin ferraille, hein. Et quand je reviens, on l'enlève. Eh ben, on se demande bien pourquoi. Tonnerre sur les tropiques a eu énormément de critiques sur l'emploi de blackface par le célèbre acteur Robert Downey Jr. Bon, on va pas juger la sensibilité des personnes concernées, dont je me doute que même pour s'en moquer, ça peut être difficile de supporter comme image. Je sais pas, je suis pas dans leur godasse, donc je ne saurais pas dire. Mais cela dit, l'emploi de blackface, à tort ou à raison, est justement dans un second degré, cherchant à ridiculiser les méthodes actors. Ces acteurs qui font des transformations physiques et mentales radicales pour correspondre à un rôle, souvent à la poursuite de gloire et d'Oscar, faisant souvent preuve d'insensibilité pour les gens qu'ils prétendent représenter. Et les équipes du film aussi. Tout le film, c'est ça, de Ben Stiller moqué pour avoir joué un handicapé mental, à tout l'enjeu des acteurs qui se retrouvent embarqués en terrain hostile pour mieux jouer dans leur film pourri. C'est pas genre, ah c'est drôle parce que les noirs sont vraiment comme ça. Même chose pour le blackface de l'elfe noir de Community, c'était pour critiquer un design de personnage qui semble raciste. Ce n'est pas pour faire une blague raciste, au contraire. Pourquoi croyez-vous que c'est le fou furieux du groupe qui porte ça? Par contre, le blackface dans Astérix et Obélix au service de sa majesté, là il y a aucun second degré. C'est là juste parce qu'il faut un personnage rigolo indien, on n'a pas d'indien sous la main, donc on lui peint la gueule, ça suffit, et on lui donne un accent parce que les étrangers qui parlent pas très bien français, c'est drôle apparemment. Et c'est là que les défenseurs de l'humour se gourent, parce que comprendre les mécanismes de l'humour, bah ça rendrait leur défense beaucoup plus efficace. Ils pourraient expliquer factuellement quand les autres ont tort dans leurs critiques. Ça pourrait être leur meilleure arme contre la team premier degré. Mais comme ils préfèrent interdire toute réflexion directement, eh ben ils mettent dans le même panier des blagues racistes et des blagues critiquant le racisme. Parce que oui, il faut apprendre à faire la différence entre l'humour qui se moque des minorités et l'humour critiquant la discrimination des minorités. Et non, ça n'a rien à voir avec le politiquement correct. Et parfois, ça peut être juste parce que le mec a raté sa blague, ça arrive. Par exemple, les blagues sur l'homosexualité, c'est un sujet qui, hélas, a beaucoup de mauvais exemples, au mieux maladroite, au pire carrément homophobe, selon les cas. Même à Alain Vicious, c'était limite par moment, comme dans La Classe américaine. Ce qui veut pas dire qu'il est homophobe, et que sa maîtrise de ce sujet à but humoristique était perfectible, voire proche du problématique. Dans ESS 117 aussi, t'as ça, mais comme c'est moins éparpillé, on peut mieux observer qu'il ne se moque pas de la possible homosexualité de son héros, et de sa tendance à le refouler. L'humour et dans ses réactions de peur exagérées et sa panique puérile quand on évoque le sujet. Là où même son patron lui dit qu'il fait ce qu'il veut et où les seuls à vraiment se moquer de ça sont des nazis. De l'autre côté, Bedos le balance d'un coup juste pour faire genre LOL c'est drôle deux hommes qui baisent. Moi par exemple, parce que moi non plus je suis pas à l'abri de me louper dans mon humour, j'avais fait il y a longtemps une critique de la trilogie High School Musical. Un de mes gags récurrents concernait le personnage de Ryan, que je surnommais Luigi à cause de sa casquette verte. Commentant sur son côté flamboyant qui faisait que on pouvait assumer sans souci qu'il est gay. Mais comme c'est Disney Channel et qu'on est dans les années 2000, on ne l'assume pas. Donc ça m'avait inspiré pas mal de gags sur son homosexualité refoulée. C'était ça mon but, pas moquer son homosexualité, mais le fait qu'il ne l'assume pas. Mais il est probable que je l'ai mal fait et que la façon dont je me moque de ça passe pour un humour homophobe. Évidemment, ce n'était pas mon intention du tout. Mais on s'en bat les couilles de mes intentions. Ce qui compte vraiment, c'est le résultat, ce que j'ai fait comprendre aux autres. Si j'ai fait comprendre le contraire de mes intentions, c'est moi qui me suis loupé. Exprès ou pas, certaines de mes vannes ont pu envoyer certains messages qui peuvent paraître homophobes. Ce serait une critique justifiée à faire. Surtout qu'à l'époque, je connaissais pas toutes les dimensions de ce sujet. Et c'est ça le problème du on ne peut plus rien dire. Très souvent, ce sont des humoristes de merde qui veulent pas admettre qu'ils ont raté leur blague. Et au lieu d'écouter les critiques et de faire mieux, comme le font par exemple Dan Harmon ou James Gunn, qui se sont excusés pour des blagues offensantes et ont amélioré leur humour pour le rendre plus clair dans leurs propos, tout en restant irrévérencieux et créatifs,
Les têtes de mule comme Bedos préfèrent rester dans leur humour pourri et vieillot, vu 1 milliard de fois au lieu de grandir, et ils accusent les spectateurs de ne pas avoir d'humour. Le problème n'est ni le sujet ni le côté osé, mais l'exécution et la maîtrise des mécanismes comme le second degré. On va prendre l'exemple d'un sujet hélas trop récurrent dans l'humour, les juifs. Prenons cette scène de Big Bang Theory. Il lui arrivait d'acheter des trucs? Non, jamais. Si je retrouve mon prépuce là-dedans, je me flingue. Et cette scène de Borat. Laquelle des deux scènes est la plus antisémite? Celle de Big Bang Theory. Là, vous allez me dire, quoi? Mais comment une chanson qui appelle à débarrasser un pays des juifs peut être moins antisémite qu'une blague sur un prépuce congelé? C'est simple. L'un repose sa blague sur le second degré, et l'autre, non. Borat ne dit pas réellement qu'il faut se débarrasser des juifs. Il a créé un personnage conçu pour qu'on se moque de son ignorance et de son racisme. Et surtout, dans ce sketch, il filme le public. Le public qui n'est pas choqué par cette chanson. Au contraire, ils aiment beaucoup cette chanson antisémite. La blague sert à montrer que l'antisémitisme est toujours banalisé, voire accepté dans cette société. C'est pour ça que ceux qui ont été offensés par la même blague dans Borat 2, eh ben ce sont les racistes, pas les antiracistes. Big Bang Theory ne se moque pas d'un personnage antisémite. Il prend un personnage de juif et ne fait que rappeler de façon exagérée que les juifs se coupent le bout du sgeg. Il n'y a aucun sous-entendu au niveau de lecture là-dedans. Certains vont peut-être répondre « Mais c'est écrit et joué par des juifs, ça peut pas être antisémite ?» Mais encore une fois, c'est le résultat qui compte, pas l'intention. L'autodérision ne marche pas tout le temps. Ça marche peut-être pour eux, mais ça peut ne pas marcher sur le reste de la communauté juive qui n'est pas dans la tête de l'équipe de la série et qui peuvent y voir que de l'insulte. L'autodérision faut le consentement pour que ça marche, sinon t'es juste maladroit, voire lourd. C'est un truc qui définit l'humour de toute la série d'ailleurs, se moquer d'une catégorie de personnes en confirmant les biais sur eux. C'est une forme d'humour comme une autre, pas mauvaise ou bonne pour autant, mais qui peut être utilisée pour quelque chose de mal ou de bien. C'est pour ça, et là c'est très important, écoutez bien, qu'il ne faut pas imposer de règles générales et trop rigides. Car toutes les vannes ne sont pas égales dans leur traitement, leur niveau d'ironie ou même leur contexte. Encore une fois, c'est pas une question de sujet traité, mais d'exécution étudiée au cas par cas. Au début d'Alerte Rouge en Afrique Noire, il y a une scène où Hubert va au bureau et salue toutes les femmes en leur touchant les fesses. L'une d'entre elles demandant directement d'avoir la main d'Hubert sur son cul, et ce dernier rajoute même un « Me too ». Il finit son tour par sa secrétaire, qui n'est pas jolie donc il lui fait juste la bise, et quand elle parle de ses inquiétudes sur ses rides, Hubert vérifie et confirme par une remarque encore plus blessante. Ça n'est pas du second degré. Le film montre ça comme quelque chose de glorieux. Les femmes qui demandent, c'est pour confirmer que ça ne pose problème à personne. Le coup des rides, c'est une vanne où la seule victime est la secrétaire qui n'est pas jolie. Et le MeToo est pratiquement un doigt d'honneur au mouvement MeToo et toutes les formes de dénonciation de harcèlement sexuel. Ce qui tombe super bien en pleine période de scandale Activision Blizzard, tiens. Et ça transmet le message, c'était le bon vieux temps. Un petit peu comme si le film a été réalisé par le mec qui a fait La Belle Époque. Sauf que le film se passe dans les années 80. Et même à cette époque, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail n'était pas toléré du tout. Catherine Mackinson dénonçait ça en 1979. Et en 1980, le EOC, la Commission américaine d'égalité de chances d'emploi, avait édicté les premières règles sur ce sujet. Non, et puis, bon vieux temps pour les mecs. Les femmes qui le subissaient et qui devaient se taire si elles voulaient garder leur travail, ça l'était moins. C'est ça le problème du bon vieux temps. Tout temps est un bon temps pour les privilégiés. Il faut pas les écouter tous ces vieux cons avec leur bon vieux temps. Le bon vieux temps c'était de la merde, voilà. Si on dynamitait cette scène de la même manière que les flashbacks avec Jack, en montrant que c'était que son point de vue, mais qu'en vrai il passait pour un connard auprès des femmes en faisant ça, là, il y aurait une intention moins problématique et claire. De l'autre côté, voici comment Oreo ne répond plus faisait. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne, et l'idée est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Là, c'est Hubert la victime de la blague. On le ridiculise sur son côté macho en lui donnant une réponse puérile au discours fier de Dolores. Et tout le reste du film le rabaisse sur ça. Dans les films d'Azanavicius, les femmes sont soit des manipulatrices qui suivent leur rôle d'objet de désir pour manipuler Hubert, soit des femmes fortes qui ne se laissent pas faire et ramènent tout le temps Hubert à la réalité. Et qu'il arrive à séduire quand même que grâce à l'artificialité de son monde fictif. Dans Alerte Rouge en Afrique Noire, toutes les femmes sont à ses pieds. Même celles qui soi-disant ne se laissent pas faire, elles désirent secrètement sa bite. La seule qui l'envoie vraiment chier, c'est parce qu'Hubert a eu une panne au lit. Du coup, la nana l'envoie chier avant de se taper le genou juste après. Ah ouais, il y a toute une histoire sur le fait que Hubert est maintenant impuissant.
Ce qui le rabaisse non pas sur son paternalisme ou son sexisme, mais parce que il est pas assez mal alpha. D'ailleurs, vous notez que la façon dont je dis mal alpha souligne un second degré, parce que c'est un concept de merde qui a même été renié par son initiateur, qui sert à des incels toxiques à être encore plus toxiques. Donc c'est bon? On a enfin compris que le second degré n'est pas une formule magique pour annuler ton propos? Ok, donc on va pouvoir parler plus en profondeur du propos du film. La politique, le tueur d'humour. Attention, ce chapitre va parler de la politique et de l'art politique. La langue française étant mal faite, rendant ces deux termes phonétiquement similaires, chaque fois que ces mots seront dits, ils seront aussi affichés à l'écran pour éviter toute confusion. Merci et bonne continuation. On voit beaucoup de personnes dire que la politique gâche l'humour, que ça rend trop réel des trucs qui doivent être juste drôles. Et je pense que ces gens ont une vision limitée de l'humour. Parce que l'humour et la politique ont coexisté depuis... pratiquement toujours en fait. C'est le principe même de la satire, faire un commentaire sur notre société par l'humour. Beaucoup des meilleures comédies de notre histoire sont les plus engagées politiquement. Que ce soit Molière dans la quasi-totalité des œuvres tacle la classe dominante des bourgeois, Guy Debord qui a mis en place les bases du détournement dans une intention anticapitaliste, Dolomite qui a utilisé son humour pour faire entendre les noirs américains dans une Amérique privilégiant les blancs, John Oliver qui est hilarant tout en sensibilisant les gens à des propos sociaux en critiquant les pires saloperies de la droite américaine et du capitalisme, Mel Brooks dont tout l'humour repose sur le fait de dynamiter la peur et donc la force des régimes antisémites comme les nazis, South Park dont on glorifie souvent que ça tape sur les progressistes et le parti démocrate, mais on oublie qu'il tape tout autant, si ce n'est plus, sur la droite américaine. Faut pas oublier que la saison où ils ont créé le proviseur PC est la saison où ils ont commencé à vraiment taper sur Donald Trump, et qu'ils ne tapaient pas vraiment sur l'antiracisme mais sur la pureté militante qui prend une bonne cause comme excuse pour nourrir un ego proche de la masculinité toxique. Même Charlie Chaplin, dont le chef-d'œuvre de la comédie qu'est Le Dictateur, est une œuvre tellement engagé politiquement que ça lui avait causé des problèmes à l'époque de sa sortie. Époque où le nazisme était encore considéré comme un mal préférable au communisme en Amérique. J'ai un tas d'exemples comme ça, mais la plupart sont victimes de ce mal qu'est la politique. Vous noterez que je prends un air théâtral quand je dis mal, parce qu'en vrai la politique c'est pas aussi binaire, mais bref. Parce que les défenseurs de l'humour refusent qu'on leur critique leur orientation politique ou qu'on leur rappelle des problèmes du monde réel, ces grandes œuvres humoristiques se voient enlever la cible de leurs blagues, ce qui restreint leur humour et leurs opinions exprimées. Vous savez, ce truc dont Nicolas Bedos se plaint? Certes, ces défenseurs disent qu'ils sont fans d'œuvres tout aussi engagées qu'ils ont vues quand ils étaient gosses, mais leur nostalgie et le fait qu'ils ne comprenaient pas le propos politique parce qu'ils étaient gosses, justement, et qu'ils refusent de réfléchir à l'humour, fait qu'ils ne remarquent pas dans ces vieux films ce qui les gêne dans les récents. C'est nul de nos jours, tous les films font de la politique. C'était mieux à l'époque de Robocop ou de District 9. Là au moins on nous faisait pas chier avec la politique. C'est notamment le problème d'Astérix. Vous vous demandez pourquoi les films live Astérix sont tous nuls à l'exception de Mission Cléopâtre? Eh bien c'est parce qu'Astérix, à sa base, est une critique d'une France qui se conforme à une normalité, sacrifiant la spécificité de ses provinces. Les Romains ne sont pas les Romains historiques, mais des conformistes citadins. Donc on peut y voir par exemple des Parisiens bourgeois bureaucrates qui veulent se débarrasser des Gaulois, de la même manière que la France a participé à la mort culturelle de la langue corse, du breton, du basque ou d'autres patois régionaux. Problème, les films live sont faits par les bourgeois que la bande dessinée moquait. Du coup, les films ne critiquent plus ce que la bande dessinée et les films d'animation critiquaient. Le premier film donne des accents italiens aux Romains pour bien clarifier que ce sont pas des bourgeois français, mais les envahisseurs étrangers qui sont l'ennemi. Et l'un des enjeux de cette histoire est que les Gaulois refusent de payer leurs impôts. Ça alors, Christian Clavier et Gérard Depardieu qui veulent pas payer leurs impôts, comme c'est étonnant. Les Jeux Olympiques est une glorification des célébrités, donc encore une fois, des gens de la haute qu'Astérix caricaturait et enlève toute la dimension du peuple contre la haute. Car c'est eux les stars ici, il faut surtout pas critiquer la star. Et au service de Sa Majesté, on devient raciste, sexiste et même homophobe. Ça veut dire quoi devenir un homme exactement? Ça veut dire devenir comme vous? Deux types qui vivent ensemble avec un petit chien? Je vais le tuer. Mission Cléopâtre tenait à peu près la route car bien que très concentré sur les blagues et autres délires Canal Plus-esque, il conservait un minimum le côté pro-travailleur et critique sociale de la bande dessinée. On pense à Astérix et Panoramix qui aident les ouvriers indignés à accéder à leurs requêtes, alors qu'à côté, ils construisent un palais pour que Cléopâtre gagne un concours d'ego contre César. Là où les autres... voilà. Ouais, j'ai très peur pour le prochain malgré que j'aime bien Guillaume Canet. Marion Cotillard en Cléopâtre, lol. En comparaison, Alexandre Astier et Louis Clichy ont parfaitement compris l'essence contestataire d'Astérix avec le domaine des dieux qui critique justement le conformisme citadin, le forçage des valeurs de la haute et l'hypocrisie des touristes qui disent adorer la région pour son côté pittoresque tout en participant indirectement à les détruire. Donc ouais, ils peuvent fermer leur mouille ceux qui disent qu'on aurait gâché Astérix en le rendant politique,
en mettant en avant un personnage féminin. Il ne faut qu'on confirme que c'est justement pour faire fermer leur gueule à eux que Astérix existe. D'ailleurs, vous saviez qu'Astier et Klitschko ont été critiqués par des médias d'extrême droite pour avoir rendu Astérix féministe dans Le Secret de la Potion Magique? Et qu'ils ont volontairement mis une référence gay dans le domaine des dieux en pleine période de mariage pour tous, juste pour faire chier ceux qui voulaient interdire le mariage gay? L'interdire? Pourquoi faire? Ah bah voilà, et bah c'est exactement ce que je leur dis. On parle tout le temps des fois où les progressistes attaquent Astier pour des blagues limites, mais on oublie que les réacs aussi l'attaquent pour être trop progressiste. Non, pas Alexandre Astier, tu peux pas, c'est dangereux. Et en parlant de politique, les guignols de l'info. Exemple parfait que ceux qui disent que la politique gâche l'humour sont des nouilles. Car au contraire, ils étaient hilarants et très souvent pertinents dans leurs critiques sociales et politiques. Et dans leurs meilleures années, ils étaient ouvertement de gauche et anti-extrême droite, pétant la gueule de Le Pen, critiquant Chirac pour sa politique militaire, financière et même sociale. On pouvait pas leur dire « tu peux pas critiquer Chirac, il est élu démocratiquement », car pour eux, c'était justement parce qu'il était élu qu'il devait être très sévèrement critiqué. Les guignols tapaient aussi sur la gauche, mais pas tant pour leurs convictions, mais plus pour leur hypocrisie de politicard qui les rendait plus de droite que de gauche, ou pour leur inefficacité. Et puis, Canal+ a perdu Pierre Lescure et Alain de Greff qui assuraient la liberté artistique des guignols, et malgré leur combat contre Vivendi et Jean-Marie Messier, ils ont enchaîné avec Bertrand Méheux, qui vient de l'industrie pharmaceutique à la base. Pourquoi il y a une lumière rouge qui s'est allumée sur la boîte en fer? La boîte en fer, c'est une caméra, et la lumière rouge, ça veut dire qu'elle vous filme. Ah oui. Et qui commençait déjà à limiter la liberté d'expression des guignols, les obligeant à ne plus faire de commentaires pouvant influencer les élections. Et se limitant à des vannes superficielles genre Hollande il est gros et il fait Puis vint le cataclysme Vincent Bolloré, qui lui interdisait carrément de se moquer de ses copains avant de finalement tuer les guignols. Ouais, Bolloré qui empêche qu'on se moque de ses potes, c'est pas nouveau. Et bien après la mort des guignols, leur cadavre se retrouve réanimé par l'incarnation de tout ce qu'ils critiquaient dans la télévision française. Voilà en quoi la politique tue l'humour. Pas si neutre que ça cet apolitisme. Mais c'est juste une coïncidence si on censure ceux qui font de l'humour, critiquant les patrons et les politiciens de droite. Après, beaucoup de grandes figures humoristiques résistent encore et toujours. Borat est encore plus radical dans sa critique de la droite américaine. Et encore plus drôle, Rick et Morty sont toujours en forme, et bien que la série soit devenue une grosse franchise, vendant une chier de produits dérivés et faisant un caméo dans Space Jam 2, elle est de plus en plus directe dans ses commentaires sociaux. Mais beaucoup de neuneux qui veulent s'emparer des icônes comiques vont se plaindre que c'est devenu woke ou AJW, alors qu'ils font ce qu'ils ont toujours fait, et exigent que ça reste dans la forme superficielle qui les arrange. Dan Harmon s'en est même moqué en les représentant comme des nazis. C'était un Rick inférieur, trop versé sur la politique. Je veux vivre des aventures amusantes à la Rick et Morty, comme au bon vieux temps. Voilà, je le précise, cette fois-là, c'est pas moi qui ai fait le point Godwin se moquant des faux fans qui n'ont rien compris à Rick et Morty et qui veulent juste des trucs débiles. Non et puis woke, ils ont fait faire un caméo à Elon Musk donc... Mais OSS 117, lui, a succombé à la politique. Michel Hazanavicius, comme Chabat et les Guignols, vient de Canal+. Donc bien sûr, politiquement... On risquait notre vie contre les animaux préhistoriques par tous heures de droite. Un fasciste de merde! T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital? Faut se mettre au travail afin de vaincre les fanachismes. C'est un concept à moi, ça dénonce à la fois les fascistes et les fanatiques. Pas mal à gauche, ouais. Oui, je suis communiste et un marxiste en plus, et je t'emmerde, gros combar, toi, fasciste pourri impuissant à la solde du patronariat. Et c'est justement sa politique assumée qui faisait une des grandes forces de ces OSS 117. Ça et sa maîtrise des codes cinématographiques et sa façon intelligente de les détourner. Un autre truc que Bedos ne maîtrise pas, car le seul gag parodique qu'il case, c'est le coup de la musique intradégétique, qui était déjà désuète quand Agent 00 le faisait. Avec sa puce, il règne sur le monde. Mais sans sa puce, il détruit le monde. Et alors? Ouais, les joyeux, vous n'avez pas sur réfléchi. Agent 00 qui était coécrit par Friedberg et Setzer et réalisé par Rick Friedberg, le père du Friedberg du duo. Donc ouais, l'humour parodique de Bedos ne dépasse pas le niveau des pires réalisateurs du monde. Si vous êtes quand même curieux de le voir, il est sur Disney+. Le passage avec Weird Al est sympa. Pareil pour l'utilisation désuète d'angles de caméra d'époque ou de split screen. Là où Hazanavicius les pousse à l'absurde, Bedos se contente de les prendre tels quels, parce que pour le boomer qu'il est, ce serait un crime de moquer les films des années 80 ou critiquer leur désuétude. Même l'aspect provoquant et osé ne dépasse pas ce qu'avait fait Hazanavicius. Bedos fait peut-être une histoire où Hubert a des complexes sexuels par rapport à OSS 1001, et dans Rio ne répond plus, Hubert se droguait au LSD, dépecé de façon sale un crocodile, et a carrément fait une orgie et s'est fait mettre un doigt dans le cul par un mec. Là où niveau provoque, Bedos se contente de troller les progressistes.
Ce que tous les médias français font déjà. Donc t'es pas dissident du tout, mon coco. Au contraire, t'es purement conformiste. Tiens, c'est un petit peu comme si les vrais dissidents, c'était ceux qui brisaient le silence imposé par les puissants pour rappeler les soucis de notre société. Parce que oui, rappeler que la discrimination systémique existe, c'est pas politiquement correct du tout, car justement ça gêne politiquement. Ce qui est politiquement correct, c'est d'ignorer complètement ces problèmes, voire carrément l'existence des concernés. C'est la politique qui est politiquement correcte. Regardez les vidéos censurées sur YouTube, ce sont pas des vidéos pro-nazis ou des vidéos anti-nazis, non. Ce sont des vidéos qui évoquent l'existence des nazis. Rien que le mot dans le titre ou la description suffit pour se faire démonétiser ou censurer. Même le JDG peut confirmer avec la censure de sa dernière vidéo qu'il le poussait à cacher l'existence des femmes. Pas des femmes nues ou faisant des trucs sales, non, juste le fait qu'elles existent, c'est déjà trop. Et c'est pareil pour la place des LGBT+ dans les médias populaires. S'ils sont si rares et qu'ils font du bruit dès qu'on évoque leur existence dans un dessin animé pour enfants, c'est bien parce qu'on juge ça inapproprié de rappeler qu'ils existent. On passe encore des lois pour les empêcher d'exister dans les médias pour enfants. Ils gênent politiquement et socialement, donc ils sont politiquement incorrects. Bedos, lui, est en plein politiquement correct, car il refuse de se mouiller dans des sujets polémiques, de peur de s'éloigner de la comédie décérébrée et de rappeler aux gens les défauts de notre société, et donc de ne plus conforter les pieds de ses spectateurs. C'est un putain de safe space, terme ironiquement utilisé pour se moquer des progressistes. Hazanavicius, lui, défonçait la politique que représentait Hubert, une politique toujours d'actualité. Le choix du Caire dans le premier film n'était pas innocent, c'était pour commenter sur le rapport entre l'Occident et l'Orient de notre époque. En plein monde post-11 septembre et guerre en Irak, c'était presque un rappel pour ceux qui se posaient la question « Mais pourquoi une partie du peuple musulman nous déteste ?» Oh, c'est pour ça. Je ne bois pas d'alcool, merci. Quelle drôle d'idée. C'est proscrit par ma religion. Quelle religion peut être assez stupide pour priver ses fidèles d'un tel plaisir? La religion musulmane, soit celle de 90% des habitants de ce pays. J'ignorais. Même le général de Gaulle, il lui défonçait sa mère. Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il l'a dit. Eh oui. Il suggère même carrément que Charles de Gaulle était un dictateur. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Bedos n'arrête pas de dire qu'on ne peut plus faire de films comme les premiers OSS 117. Et il a raison, mais pas pour les raisons qu'il pense. Parce que son film est l'exemple parfait que non, on peut plus faire des films comme les deux premiers OSS 117. Si Rio ne répond plus, ressortez aujourd'hui, des tas de gens se plaindraient sur Twitter qu'on essaye de cancel Charles de Gaulle. Et quand il parle des mauvais côtés de la France, il suggère qu'ils sont morts avec l'élection de Mitterrand. Marrant que son gag sur le patron d'Uber qui n'arrête pas de qualifier Mitterrand de communiste ne lui met pas la puce à l'oreille sur son utilisation de mots comme LGW, woke, cancel. Politiquement, tout ce qu'il critique, c'est que le monde est devenu plus susceptible aux remarques racistes et sexistes. Traduction, que les gens ont maintenant la liberté de se plaindre des propos racistes et sexistes. Nos amis voient du racisme partout. Rien que cette phrase dans la bande-annonce, tu comprends que tu regardes pas un film OSS 117. Tu regardes un film avec Christian Clavier. À se demander s'il a vu les précédents films. Parce qu'encore une fois, tout le gag des deux premiers était de faire remarquer qu'Hubert dit des trucs inappropriés. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Ouais. Je connais cette théorie, oui. Non, et puis, ouin ouin, on peut plus rien dire. Bah si, du con! Tu viens de le faire avec ta daube remplie de sel parce qu'on te parle mal sur Twitter! C'est tout l'absurde des ouin-ouin, on ne peut plus rien dire. Ils prétendent être victimes de censure, mais on n'entend que sur tous les médias. Ils se plaignent que les progressistes pleurnichent pour un rien, et eux, ils crient à la fin du monde pour la fermeture de leur compte Twitter. Ils se portent en défenseurs de la liberté d'expression, alors que tout ce qu'ils font, c'est interdire aux gens de s'exprimer quand ils ne sont pas d'accord avec eux. Parfois à coup de Bolloré interposé. Car ce n'est pas la censure qui les emmerde, non, limite, s'ils pouvaient censurer eux-mêmes des gens, ils le feraient sans hésiter. Car ce qu'ils appellent censure, c'est soit qu'on critique leurs propos, soit qu'on applique les lois sur les discours de haine sur leurs propos. Parce que ouais, le racisme c'est pas la liberté d'expression, c'est un délit. Donc à ceux qui chouinent pour leur Twitter fermé pour incitation à la haine... T'as qu'à pas violer la loi, andouille! Eh, vous vous souvenez quand les puritanistes voulaient censurer Sausage Party parce que c'était un dessin animé qui parlait de cul?
Et bien pourtant, ce film-là, malgré son utilisation de caricatures ethniques souvent puériles, elle n'allait jamais dans l'insulte discriminatoire. Au contraire, il prenait le sexe libre et décomplexé ainsi que l'amour entre les peuples libérés des dogmes oppressifs. Parce que tu peux être irrévérencieux et parler de sujets osés et tout. Le problème, c'est quand tu le fais pour rabaisser les minorités, les jeunes, les femmes, les LGBT et toute catégorie sociale marginale. Personne ne censure Bedos. Personne ne peut le faire taire. C'est une célébrité qui vient de sortir un film populaire avec Jean Dujardin. Ça rend plus important de faire entendre les critiques contre lui du coup. Ce qui n'a rien à voir avec de la censure, c'est juste ça, de la critique. Donc si, il peut dire ce qu'il veut, même des conneries irresponsables. Seulement, nous aussi on a le droit de lui répondre, sans irrespect ou harcèlement bien sûr, et lui dire qu'on est extrêmement pas d'accord. C'est pour ça que tout le monde voyait venir que Bedos était le pire choix pour faire une suite à OSS 117. Son film est à OSS 117 ce que Die Hard 4 est à la licence Die Hard. Peut-être bien branlé et compétent sur certains aspects, mais l'essence est complètement bafouée et ses codes sont repris de façon superficielle pour dire autre chose. Bon après, ouais, ça aurait pu être pire, on aurait pu avoir un Die Hard 5. Ce qui pourrait arriver le jour où on mettra Philippe de Chauveron, Pascal Thomas ou pire Jean-Marie Poiré. Et là, on est à un stade où c'est déjà trop. Et c'est aussi pour ça que ce genre de comportement tue l'humour. L'humour est un puissant acte de contestation. Et Bedos refuse qu'on le conteste. Et maintenant qu'on a déterminé la nature de cette offense, posons-nous la question, à qui profite vraiment le crime ? L'arme du peuple volée par les puissants. Depuis tout à l'heure, je balance des tas de louanges sur Hazanavicius. Je suis à la limite du même Chad Hazanavicius versus Virgin Bedos. Mais il y a un truc qui pourrait être critiqué dans ces OSS 117, un truc débattable, mais qui se tient. Je parlais de la scène où Dolores défonce Hubert. Mais ce que je n'ai pas encore dit, c'est que juste après, embarrassé, Hubert sort la tête par la fenêtre, se prend le vent en pleine gueule, re-rentre tout décoiffé, et finalement, Dolores sort un rire attendrissant. Parce que oui, certains me feront sûrement remarquer, Dolores et l'Armina ne font pas que rabaisser Hubert, car après tout, ils se les tapent à la fin. Et oui, malgré tout ce qu'il représente, et le fait que jusque-là, elles étaient insensibles à ses charmes, Hubert est tellement mignon dans sa bêtise qu'elles sont genre, oh, il essaye, allez, tant qu'à faire. Il y a vraiment quelque chose que je n'explique pas avec vous. Ah oui, quoi donc? Ça. A few moments later. Ce qui n'annule pas toutes les critiques. On a passé 1h50 à se foutre de sa gueule. C'est pas les 2 minutes où il se tape la nana qui annulent ça, hein. Je vais même dire, après la scène de baiser et de feu d'artifice, t'as un épilogue continuant à humilier Hubert. Donc ça n'annule rien du tout. Mais ça résume un peu le problème. C'est que même après l'avoir démoli, on l'aime quand même, on ne le hait pas. On peut aller plus loin dans ce débat, dire que tous les problèmes avec Hubert se limitent pas à l'homme. L'homme y est pour rien, il a juste été conditionné ainsi par son pays. Le problème n'est pas individuel, mais systémique. Ou bien on peut se dire qu'ils ont été alliés suffisamment longtemps pour qu'elle croit pouvoir le changer en se mettant avec lui. Ou bien la mission a été chiante pour tout le monde, autant en profiter pour niquer un coup, c'est possible aussi, oui. Mais voilà, est-ce qu'on n'a pas là une grosse erreur tactique? Hazanavicius, dans son Le Redoutable, avait expliqué qu'il voulait faire un film pour ceux qui aiment Jean-Luc Godard et ceux qui détestent Jean-Luc Godard. C'est sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. Et c'est probablement ce qu'il a cherché à faire avec OSS 117, se moquer de ce modèle ringard de colonialisme français, mais en même temps montrer un attendrissement pour ce cinéma-là. Donc on pourrait reprocher à Hazanavicius de pas aller aussi loin qu'un Kingsman qui lui pisse tellement sur les libéraux qu'il s'est assuré qu'ils ne seront jamais de son public. Mais même s'il allait aussi loin, je suis pratiquement sûr que ça marcherait pas. C'est un problème clé dans le syndrome Stifler, c'est que même quand on défonce le personnage, il paraît attachant. Ça cas assez proche du problème d'American History X, le film anti-néo-nazi qui a quand même donné une image de fierté badass que les néo-nazis ont récupérée. C'est une dissonance cognitive qui fait que si les gens se reconnaissent dans ces personnages, ils se voient approuvés, même dans leurs pires aspects. C'est déjà arrivé dans Les Guignols avec Chirac. Les auteurs montraient Jacques Chirac comme un nerveux, balourd, avide d'argent et de pouvoir qui fait que de la merde. Et pourtant, le fait qu'il fait autant rire dans ses défauts le rend attachant. Pourtant, le but était de le trouver nul et de voir qu'il était un très mauvais président. Mais leur façon de faire était tellement drôle que ça a rendu le personnage sympathique. Au point que beaucoup supposent que ce sont les Guignols qui ont permis à Chirac de devenir président en 1995. Même chose avec le Guignol de Ben Laden. Sa célèbre phrase « Spizdikunas » devait justement le rendre détestable, souligner son sexisme. Mais les auteurs ont été outrés de voir que les cours de récré étaient remplis de Spizdikunas. Sinon, il y a aussi Super Dupont. Ce personnage parodiant les super-héros en lui collant un tas de clichés sur les Français, moquant les pires aspects de la France et son chauvinisme, que Le Pen a pris en symbole de fierté nationale.
Mais qu'est-ce qu'il est con ce type! Et ce problème se retrouve chez énormément de bouffons de la comédie populaire, pas juste des syndromes de Stifler. Ça se retrouve aussi, voire surtout, chez des personnages qu'on continue à montrer comme des connards détestables et qu'on rabaisse de plus en plus comme Cartman ou Rick. On peut dire que ce sont les créateurs qui n'ont pas été assez directs et qui ont rendu le personnage sympathique en lui refilant les dialogues les plus drôles. On peut dire que ce sont les gens qui se fourvoient de préférer un connard juste parce qu'il est rigolo. On peut dire que ce sont les connards visés par ces blagues qui sont tellement enfermés dans leur ego biaisé qu'ils se sentent approuvés par ces personnages. On peut même dire que c'est un petit peu des trois en fait. C'est un débat, il n'y a pas de certitude ou d'explication finale. Et encore une fois, tous les cas ne sont pas égaux dans leur traitement. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que c'est arrivé au OSS 117. Dans Alerte Rouge en Afrique Noire, Hubert subit le « on ne peut plus rien dire ». Mais pas par rapport à son humour, au contraire, son humour n'est jamais remis en question. On moque juste une génération ignare qui comprend pas ses références. Non, c'est son opinion sincère sur les Noirs, les femmes, la France et les jeunes qu'il cherche à protéger. Et ben Bedos a totalement le même problème IRL, il aime pas qu'on remette en question ses opinions. Donc quand il voit OSS 117 Rio ne répond plus, un mec qui dit toujours ce qu'il pense dans un monde qui l'envoie chier et qui demande naïvement pourquoi les juifs et les nazis pourraient pas s'entendre, et ben il s'y reconnaît. Limite, il fantasme d'être comme lui, aussi libre de dire de la merde. Non, je ne spécule pas. Regardez les interviews de Bedos, voire même de Jean Dujardin, et vous comprendrez d'où je viens avec mes remarques. Et donc, il fait d'Hubert son self-insert, pour se créer un safe space pour sa petite personne. Et du coup, la situation digne de tous ces mèmes sur les apolitiques que même Hazanavicius moquait, eh bien Bedos le montre comme une noble tentative dont le seul échec vient de l'entêtement des deux bords. Et il choisira le fasciste au détriment de la combattante de la liberté, car le fasciste est un ami de la France, et il faut tolérer les défauts de ses amis. Je cite le film là. Bedos a compris un truc à propos de l'humour. C'est une arme qui sert à se défendre contre les oppressions. Et cette arme, il a volé au peuple pour conserver le luxe de rester sourd aux critiques et de continuer à dire de la merde qui le conforte dans ses biais. Alors que l'humour sert justement à combattre les biais, à critiquer la société et nos croyances, nous pousser à remettre en question notre monde. On avait besoin d'un nouveau OSS 117, tout comme l'Amérique avait besoin d'un nouveau Borat, car on est clairement en manque de figures comiques qui contestent le pouvoir en place. On n'arrête pas de faire des blagues sur le fait que Macron est comme OSS 117, et vous savez combien de fois Bedos en profite? Jamais. C'est le commentaire politique évident et le plus important à faire pour que le film soit d'actualité, et il en profite jamais, car trop occupé à se défouler sur les millennials ou à référencer l'existence de Giscard. Bah quoi, on vous donne les outils, alors allez-y pour des noms à sketch marrant. Et d'après toi, Coco, après que tu aies récupéré cette figure, qui c'est qui va la prendre par la suite? Les puissants. À chaque fois, les puissants nous prennent nos seules défenses pour se rendre encore plus puissants. En se moquant des minorités, des femmes, des jeunes qui sont fainéants car ils veulent changer le monde au lieu de travailler comme tout le monde. Ils prennent l'humour contestataire et le forcent à être de l'humour conformiste. Humour nazi, aucun intérêt. Vous vous souvenez quand les Simpsons critiquaient Disney les célébrités? Eh bien maintenant, ça enjolive des célébrités comme Lady Gaga ou Elon Musk et c'est une exclusivité Disney+. Vous vous souvenez quand les As poussaient à réfléchir sur le cinéma et ses codes absurdes, ses clichés et sa propagande? Eh ben le dernier film d'un d'entre eux, c'était une grosse daube réac pro-Bush, ridiculisant ceux qui réfléchissent trop sur les implications d'une guerre. Fiche ici pour comprendre de quelle daube je parle. Tout ça parce qu'ils ont imposé la logique débile du « on devrait pouvoir se moquer de tout le monde, il y en a marre de tout le temps se moquer des puissants, des riches et des blancs, pourquoi on se moque pas un petit peu des autres ?» Bah je sais pas, peut-être parce que les autres, on n'a pas arrêté de se moquer d'eux depuis des milliers d'années. Connard. Non, il faut se moquer des institutions, des puissants, des bourgeois, des privilégiés. Mettre tout le monde à égalité dans l'humour, dans une société où tout le monde n'est pas égaux, ce n'est pas égalitaire, c'est agir comme une brute d'école. Et ça, beaucoup d'humoristes l'ont compris. Bien qu'il était en mode on peut plus rien dire quand il a fait ce film, Todd Phillips a bien montré dans son Joker que l'humour tourné contre le peuple, c'est juste rajouter plus de problèmes à la vie de personnes qui ont déjà 1000 problèmes. Jamel Debbouze a fait un sketch critiquant l'humour raciste de personnalités comme Carlos. Eddie Murphy a souvent montré dans ses films que l'humour rabaissant pouvait détruire les gens. Même George Carlin, une légende de la comédie américaine, connu pour son irrévérence totale et sa liberté de ton acerbe, eh bien il tape sur les traditions américaines, pas sur les minorités ou quoi. Il a même sévèrement critiqué qu'un de ses confrères fasse de l'humour raciste, sexiste et homophobe. Comedy traditionally has picked on people in power, people who abuse their power. Women and gays and immigrants are kind of, to my way of thinking, underdogs. And, you know, he ought to be careful because he's Jewish.
And a lot of the people who want to pick on these kind of groups, the Jews are on that list. Et pendant que Bedos se fait sa victime, de meilleurs artistes comiques que lui continuent à défendre l'opprimé contre les puissants. J'ai cité Borat, Dan Harmon, même Alexandre Astier, mais on a aussi Albert Dupontel qui a fait de superbes satires drôles et dramatiques sur cette société pourrie qu'est la nôtre, avec Enfermé dehors, Au revoir là-haut ou Adieu les cons. On a Jordan Peele qui, bien que moins comique, continue à utiliser la satire pour critiquer des aspects merdiques de notre société. On a Eric André et son spectacle Legalize Everything, Bo Herman et son superbe spectacle Make Happy, qui a toute une chanson se moquant des pleurnicheries des hommes blancs hétéros, ou Inside qui est une incroyable introspection. T'as John Oliver qui continue à défoncer la droite américaine et les méfaits du capitalisme. Prise 3 qui est une bien meilleure reprise d'un vieux rôle de Dujardin pour faire évoluer le personnage, l'univers graphique et l'ambition du truc, et le tout sans dénaturer le personnage ou glorifier ses pires aspects. Revoyez vous-même les deux premiers OSS 117, ou même dans les sorties récentes, allez voir The Suicide Squad, très bon exemple d'un artiste comique irrévérencieux, à savoir James Gunn, qui s'est mangé des critiques là-dessus et qui a mûri. Et bien que restant irrévérencieux, il a compris quel sujet méritait la moquerie. Et oui, même un gros blockbuster de DC Warner peut être plus provoquant que Bedos. Je m'adresse donc une dernière fois à tous ces humoristes tendancieux et faussement provocateurs. Vous êtes au courant que vous n'êtes pas obligé de virer raciste, sexiste et homophobe pour faire rire les gens? Des tas de grands humoristes y sont arrivés et ça posait zéro souci à Chaplin. L'humour n'est pas un joker contre la considération ou l'empathie. On peut rire des oppressions de la vie sans les perpétuer nous-mêmes. Si tout ce que vous avez pour faire rire, c'est confirmer les biais discriminatoires d'un public réac, alors vous n'avez aucun talent comique. Et si vous avez l'impression dans votre syndrome de persécution ridicule que vous ne pouvez plus rien dire, c'est peut-être parce que ce que vous dites est chiant et pas drôle et qu'on fait juste savoir que ça nous saoule. Et pendant que les gens dans la vraie vie ont de vrais problèmes de discrimination, de survivre avec un travail aliénant pour nourrir leur famille et d'autres conneries dans le genre dont on n'ose même pas imaginer, vous pleurez parce qu'on ne rigole pas à vos blagues nulles. Donc, comme vous dites aux millennials, arrêtez de jouer les victimes, bande de snowflakes triggered par une James Bond femme noire. Et faites votre boulot d'humoriste au lieu de nous casser les couilles avec vos problèmes de privilégiés. Vous trouvez ça désagréable comme façon de parler ? Et c'est vrai, c'est pas cool. Alors arrêtez de faire la même chose. Tiens. Nouveau spectacle stand-up sur Netflix dans la catégorie Triggered? Mais je suis pas abonné à ça depuis... Qu'est-ce que... Hein? Je crois que vous avez pris le terme courrier électronique un peu trop au pied de la lettre. Ne remettez pas en doute mes connaissances en technologie moderne, s'il vous plaît. Ça m'a demandé beaucoup de temps et d'efforts pour numériser ce truc. Ouais, où vous avez trouvé l'énergie quantique pour faire ça? Oh, j'ai appris en regardant un épisode de Code Lyoko. Attends, quoi? Oh, merde. Cher MJ, nous ne le connaissons pas. Et j'aurais aimé avoir plus de temps pour vous expliquer. Votre discours pour défendre mes films m'ont convaincu que je peux vous faire confiance quant aux enjeux de notre affaire. Un grand danger se prépare. Cette lettre contient un secret que vous devez protéger coûte que coûte contre de redoutables adversaires. Vous aurez très peu d'alliés, méfiez-vous de tout le monde. Mais si en utilisant la phrase « Comment est votre blanquette ?» et qu'on vous répond « Pas terrible, dernière fois que je vais manger chez Jean-Michel », il pourra vous aider dans votre tâche. Bonne chance. HBDLB. Quoi, je me suis encore embarqué, moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de l'émission, vous pouvez déposer un don via Utip ou via Patreon. Oui, j'ai une toute nouvelle page Patreon où vous aurez des exclusivités comme les Fermez-la un jour en avance, nom dans les crédits, t-shirts, badges, mugs, posters et bien d'autres à venir. Merci encore et à bientôt sur Fermez-la.